dans les travaux préparatoires là, de cette conférence, on s'était dit qu'on allait parler comptabilité là, juste après le repas. Je vous avoue que sur les derniers jours, je me suis dit, bon, on va peut-être corriger un petit peu le tir. Et donc, ce que je vous propose, voilà, c'est d'avoir un œil bien évidemment économique, c'est mon métier, mais d'avoir un regard un peu plus global, notamment tout simplement puisque quantifier la part du vin dans les comptabilités, c'est pas forcément très aisé tout le temps. Notamment parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de diversification. Et donc, voilà, le petit voyage que je vous propose en ce début d'après-midi, c'est peut-être voilà, de changer de regard sur une situation qu'on connaît. Un petit extrait de presse. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'une crise? Donc le petit voyage qu'on va explorer ensemble, c'est ça. C'est de se dire, on a une situation économique, certes très dégradée, on a des situations humaines parfois catastrophiques. Et ils nous viennent un peu très souvent, quand on regarde les médias, cette terminologie de crise viticole. Alors, je ne vais peut-être pas représenter tous les médias présents cet après-midi sur la diapo, mais c'est vrai qu'on a ce climat un peu anxiogène là, qui s'est installé. Finalement, dézoomons un petit peu et prenons du recul. Prenons du recul. Alors, pour le coup, je n'étais pas très bon en français, je ne m'intéressais pas trop à l'étymologie, mais j'ai fait l'exercice pour vous. La définition d'une crise, c'est quelque chose qui est brusque, qui est soudain. C'est un moment très difficile, c'est une rupture, c'est quelque chose de violent. Bon, sommes-nous dans un moment brusque et soudain? La réponse de l'économiste que je suis est très clairement pas. Très clairement pas, parce qu'en fait, on est juste dans un contexte qui dure maintenant depuis plus de 40 ans, hein, qui est tout simplement une professionnalisation de la filière. Et changer de verbatim et utiliser le terme de professionnalisation plutôt que le terme de crise, vous voyez déjà vers où je veux vous emmener, c'est qu'il faut qu'on ait collectivement une réflexion, sans laisser de côté, bien évidemment, des situations, je le disais tout à l'heure, humaines qui sont parfois très compliquées. Il y a encore pas très très longtemps, on avait un petit vigneron qui arrive à l'âge de la retraite et qui se rend compte qu'il n'y a pas de repreneur. Et donc, le travail de sa vie va devoir passer à l'arrachage et vendre sa maison, etc. Enfin, je vous passe les éléments. Mais d'un point de vue économique, finalement, tout ça était relativement prévisible. Et les chiffres l'attestent. Alors, il n'y avait même pas besoin de prendre des chiffres de 2026. Hein, c'est le recensement agricole qu'on fait tous les 10 ans depuis les années 2000. Le premier en date était 1988. Quasiment, je vais arrondir un peu les chiffres pour alléger la présentation, mais quasiment 50 000 exploitations en Languedoc-Roussillon et en des vignes en 1988. Dernier recensement, 2020, on était à peu près à 14 000. 70% des exploitations ont disparu. Sommes-nous dans une crise? Donc, on est dans une trajectoire qu'on connaît en fait depuis 40 ans, qui est qu'effectivement, celui qui a des vignes, voilà, j'aime bien cette expression et vous verrez que je l'utiliserai tout au long de cette présentation, celui qui a des vignes, comme un complément d'activité, comme un bien patrimonial qu'il a eu de ses parents, etc., celui qui a des vignes, il tend à disparaître. Il tend à disparaître au profit d'un exploitant viticole, voire même d'une entreprise viticole. Et c'est ce que témoignent également voilà, les chiffres. Chose intéressante, et je vais l'approfondir juste après, c'est de voir dans le même temps l'évolution des superficies de vignes. Un peu plus de 300 000 hectares en 1988, selon la police, puisque après vous verrez, les organisateurs, ils sont un peu plus nombreux, un peu moins de 200 000 hectares sur ce recensement agricole. Donc on est dans une trajectoire finalement qu'on connaissait, qu'on a identifiée depuis 40 ans. Certes, voilà, il y a peut-être des moments d'accélération qui font que c'est un peu plus douloureux, qu'il y a des zones qui souffrent un peu plus, mais finalement, on ne peut pas parler de crise puisque ça fait 40 ans que ça dure. Les organisateurs, donc c'est les douanes. Donc vous voyez que la statistique est à 211 000, on en a un peu plus. Tout simplement, voilà, le recensement agricole, c'est des enquêtes de terrain. Les douanes, c'est des chiffres issus de déclarations récoltes, donc on a un peu de variabilité. Vous avez deux échelles. Donc à gauche, le nombre d'hectares, c'est la petite courbe qui est en marron clair. Et à droite, les déclarants, proportionnalité respectée. Je ne me suis pas amusé à changer les proportionnalités des courbes pour trucher la donnée. Vous voyez quoi? Vous voyez tout simplement que finalement, depuis 2009, donc une quinzaine d'années, on est passé de 236 000 hectares à 211 000 hectares. Certes, on perd des hectares, certes, il y a des arrachages. Mais finalement, la vraie information, c'est qu'on a surtout beaucoup moins de déclarants, on a beaucoup moins de déclarations de récolte, puisqu'on est passé de 26 000 déclarants à 16 000. Donc, je vous laisse faire le calcul. Mais c'est une grosse partie donc, des déclarants qui a disparu. La conséquence de ça, c'est pas très compliqué. C'est une division, c'est la courbe en rouge. C'est que globalement, nos exploitants en Languedoc-Roussillon, pardon, c'est des chiffres Occitanie, en Occitanie, sont passés en moyenne de 9 hectares à 12 hectares 86 en l'espace de 15 ans. Tout à l'heure, j'utilise le terme de professionnalisation, ça commence à faire du sens, puisqu'effectivement, on avait beaucoup de petits exploitants qui avaient la parcelle qu'on avait gardée, etc. Et puis, des contraintes sont arrivées. Le temps, on n'a pas le même rapport au temps entre 2009 et 2026. Les gens
On aspire à avoir peut-être un peu plus de loisirs, aller travailler la vigne de papa le week-end, bon, c'est bien sympa, mais j'ai autre chose à faire. Des contraintes aussi administratives, déclaration PAC, certifito, etc., qui fait que finalement tous ces petits exploitants ont plutôt tendance à disparaître. Et dans le même temps, on a quand même des entrepreneurs qui font le choix de consolider leur exploitation, de faire grandir les exploitations et d'avoir effectivement une moyenne de superficie qui évolue selon les déclarations de récolte. Et dans le même temps, l'autre question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que cette professionnalisation, et là c'est un élément intéressant à avoir en tête, est-ce que cette professionnalisation a permis effectivement une amélioration des rendements? Pas forcément, vous voyez que les rendements restent relativement en dents de scie. Et forcément, on pense tous aux aléas. 2021, vous voyez le petit pic vers le bas, grande année de gel en 2021. Et c'est vrai que l'accélération des phénomènes climatiques fait qu'il y a quand même une instabilité. Et que ça n'a pas permis que cette professionnalisation permette à améliorer structurellement les rendements. En tout cas, c'est mon analyse. Après, chacun prendra les chiffres et en fera l'analyse qu'il souhaite. Mais on aurait pu avoir effectivement une tendance à l'augmentation du rendement, en se disant on a une filière de plus en plus professionnelle et donc des gens qui travaillent de mieux en mieux. La réalité est que finalement, on a quand même beaucoup d'aléas encore sur les rendements et pas forcément d'amélioration nette sur la partie rendement, malgré le fait que les exploitants se professionnalisent en termes de superficie. Autre point sur lequel il faut avoir un regard, c'est tout simplement la typologie du vignoble. Alors, j'ai pas la stat de 1988 et j'ai pas la stat non plus de 2009, mais extrait des douanes, donc c'est des chiffres qui datent un petit peu de 2021. Je dis que ça date un petit peu parce que depuis 2021, on le sait, s'il y a des pépiniéristes dans la salle, il y a eu quand même une accélération sur les plantations de blanc, mais je ne suis pas sûr qu'en 1988, si on avait dit que la composition principale serait Syrah, Grenache et Merlot en 2026, tout le monde aurait dit bah oui, bien évidemment. On était sur des typologies, etc. Donc, quel chemin parcouru, j'ai envie de dire, par la filière qui a su s'adapter, mettre en place les cépages adaptés et faire en sorte qu'effectivement, le Languedoc, c'est désormais 25% de cépages blancs en termes de superficie, c'est des statistiques superficie. 75% aptes à faire du rouge ou du rosé. Alors vous n'avez pas forcément le détail des cépages en totalité, mais la Syrah, le Grenache sont tout à fait aptes à faire du rouge comme du rosé. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru et que cette professionnalisation aussi a permis une prise en compte de qu'est-ce qu'on plante parce que le marché nous demande quoi. Autre élément important, alors je fais forcément un focus plus Languedoc-Roussillon, même si on est sur une typologie Occitanie, mais c'est de se rendre compte que on a quand même des sujets aussi départementaux. On n'aborde pas l'Aude de la même manière que les Pyrénées-Orientales, que l'Hérault ou que le Gard. Forcément, il y a un historique relativement différent et on voit bien sur cette cartographie qui met en évidence les principales OTEX, donc les typologies d'exploitation. Dès qu'on arrive à Montpellier et qu'on part vers Moguio, on voit de suite qu'il y a une diversification qui est plus marquée. Dans le Gard, c'est culturel. Les exploitants viticoles ont très souvent de la diversification en place. C'est souvent des petits ateliers, je pense notamment aux asperges, etc., qui viennent très bien en complément de l'activité. Des fois des activités herbo, etc. Et dans les Pyrénées-Orientales aussi, on a une culture un peu historique à la diversité. Donc ça, c'est des choses, éléments d'avoir en tête aussi quand on s'intéresse. Voilà. Donc le vin, bien évidemment, il reste le pilier central de l'économie régionale quand on regarde d'un point de vue agricole et aussi des exploitations, mais bien évidemment avec cette note particulière sur la frange littorale. Donc je vous parlais de professionnalisation. Pour moi, effectivement, on est vraiment passé d'une activité qu'on pourrait qualifier de patrimoine. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, les parents avaient des vignes, le grand-père avait des vignes, et on a gardé cette transmission. Dans mon petit village de l'Aude, il y avait tout simplement des collines, et mon grand-père me disait, oui, les ouvriers, le week-end, ils allaient exploiter leurs petites parcelles. Bon, les petites parcelles, je vous rassure, sont toutes redevenues des friches, puisque plus personne ne veut les travailler. Mais on a une réalité de cette professionnalisation, et donc on est passé d'un modèle familial, un complément de revenus pour certains, vers vraiment un modèle où l'exploitation viticole elle s'assume comme une entreprise à part entière. Et avec du coup des exploitants qui ont une nécessité de comprendre l'ensemble de la filière, donc de planter les bons cépages. On refait le lien avec la petite infographie que vous aviez tout à l'heure. Donc la maîtrise croissante de la chaîne de valeur, une gestion aussi active des risques, diversification des canaux, des marchés, des productions, on va en reparler puisque c'est la deuxième partie de la présentation. Une capacité à investir dans des compétences humaines, commerciales et techniques, en propre, via des prestataires, via des structures collectives aussi,
et également une structure juridique et financière. Alors je vous ai fait échapper à la diapo qui illustrait l'évolution des formes juridiques au sein des sociétés. Mais on a de moins en moins d'entreprises individuelles, de plus en plus de formes sociétaires. Donc ça aussi, c'est des marqueurs qui tendent à prouver que avant on était seul soi-même au sein de son petite entreprise et que maintenant on a des associés, on cherche à structurer capitalistiquement. Et on diversifie aussi, c'est-à-dire que les activités touristiques ne sont pas forcément au sein de l'exploitation, elles sont sur d'autres activités, d'un point de vue juridique, etc. Donc on a vraiment un enrichissement de ces entreprises qui se professionnalisent. L'enjeu, donc, il est d'aller vers une logique de positionnement conscient. Un vigneron sait ce qu'il produit, pour qui, à quel prix et pourquoi. Il ne subit plus le marché, il choisit sa place dans la filière. Et ça, quand avant on disait j'ai des vignes, ok, je m'en occupe le week-end, je les livre à la coopérative, forcément c'est un peu autre chose que ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est des vignerons qui s'installent, qui ont des visions stratégiques relativement marquées, qui identifient assez rapidement quel marché ils veulent adresser et comment y aller. Et donc tout l'enjeu, c'est finalement cette professionnalisation, comment nous, j'ai envie de dire, les fournisseurs de la filière, on peut être en situation de les accompagner, et comment ce positionnement il devient conscient. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore beaucoup d'exploitants qui aujourd'hui font avec du bon sens, et ça d'arriver à poser des mots sur effectivement leur positionnement. L'enjeu, c'est de faire un petit SWOT, en anglais, une matrice on va dire, de force, faiblesse, menace, opportunité. Et pour aller vers ça, il est quand même assez essentiel de se poser la question de qui je suis. Moi, j'aime souvent lier les terminologies compétence et appétence. On peut être compétent à quelque chose, on peut être un très bon technicien, mais si on n'a pas d'appétence à en parler, c'est peut-être pas vers quoi il faut aller. Et donc, on a vraiment ce sujet, un peu cette cartographie, moi que je vous invite à pousser. On a une vraie nécessité aujourd'hui de comprendre finalement qu'est-ce qu'aiment les vignerons pour pouvoir en parler. C'est très bien de se dire, tiens, j'ai un voisin qui a mis en place un escape game, c'est génial, je vais faire pareil. Bon, quand vous étiez ado, vous ne faisiez pas des jeux de rôle, pourquoi vous lancez dans la construction d'un escape game, quoi. Il y a peut-être des sujets sur lesquels vous êtes passionné de géologie, vous êtes passionné d'orchidées sauvages. Bon, moi, j'ai un adhérent en tête qui était passionné d'orchidées sauvages, a trouvé des orchidées sauvages et a fait non pas une promenade vigneronne, il a fait le sentier des orchidées sur son domaine. Et ça a été pour lui, pendant de très longues années, un mécanisme d'attractivité pour lequel il était compétent et appétent. Okay. Donc l'idée, elle est vraiment de faire un peu ce travail. Donc j'aime bien la terminologie là, de réaliser un inventaire honnête. Quand on parle aussi de moyens, ça ne sert à rien de rêver plus gros que ce que l'on est, mais l'idée est vraiment d'adapter un petit peu cette réflexion à qui on est et comment est-ce qu'on peut avancer dans cette mécanique. L'autre sujet, c'est où je suis. Et la cartographie qu'on a vue tout à l'heure, elle est hyper intéressante, notamment aujourd'hui quand on parle des nouvelles filières, la pistache, les amandes, etc. Bon, on est dans un secteur aujourd'hui où il n'y a pas de filière, donc ça veut dire qu'il faut accepter d'être un pionnier, d'être un dénicheur, parce que vos petits copains à côté, finalement, ils n'ont pas ces cultures-là, donc ça veut dire qu'il faut avoir cette mentalité-là. Quel avenir pour mon territoire? On le sait, il y a de forts enjeux climatiques, il y a aussi des enjeux sanitaires avec des parasites qui peuvent arriver. L'accès à l'eau qui devient quand même un sujet structurel assez important sur l'ensemble de l'arc méditerranéen. La cohésion des acteurs locaux, les relations avec les populations, les aspects réglementaires, etc. Sujet essentiel, les vins pour quel marché? Finalement, si je fais du vin demain, à qui je souhaite m'adresser? C'est pas la même chose si je souhaite vendre sur place ou si ma vision c'est la Corée. On a parlé de la Corée tout à l'heure. Moi j'ai des amis qui sont passionnés depuis tout petit de Corée. Oui, le jour où tu fais du vin, si c'est pour toi l'opportunité d'aller dans un pays que tu adores, que tu rêves, compétence, appétence, on fait le lien entre les deux. Et forcément, le storytelling a déjà beaucoup plus de sens. Je vous passe parce que j'ai 4 minutes. Avec un enjeu, c'est un sujet quand même qui commence à ressortir pas mal aujourd'hui et que nous on essaie de pousser, c'est d'aller vers de la robustesse. C'est vrai que historiquement on était beaucoup dans la performance, et quand nous interroge un cabinet d'expertise comptable, on vient chercher souvent les éléments de performance, le coût de revient, le prix de vente, la marge. Et finalement il commence à y avoir avec l'instabilité qu'on a de manière générale, avec ce monde qui s'accélère sur tous les sujets, un enjeu qui est plutôt de parler de robustesse que de performance. Et pour l'illustrer, on va prendre tout simplement 2 plantes. Un grand chêne, quand il y a un coup de vent, il peut résister, mais le jour où il ne résiste plus, il se casse, il tombe, il est au sol. Un chêne, quand il y a un incendie, il brûle. Un roseau, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a du vent, il se courbe, ok, ça passe, il se remet en place. Et même quand il y a un incendie, un roseau, 3 semaines après, ça repousse. Et l'idée est plutôt d'aller vers des systèmes de ce type-là. Alors Olivier Amand, que je vous invite à regarder un peu les éléments de ses recherches. C'est hyper intéressant. C'est un biologiste, donc c'est autour de cette théorie. Il a effectivement dit que plutôt que d'avoir des gros chênes, il nous fallait aujourd'hui avoir des entreprises souples, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un de l'autre côté d'un océan décrète que tiens, on va fixer des droits de douane.
de 200%, tiens, pour rigoler, puis peut-être on négociera 180. Vous n'êtes pas à l'abri qu'effectivement il y ait un conflit au Moyen-Orient et que le prix de vos intrants explose soudainement, etc., etc. Donc on a une accélération aujourd'hui des phénomènes, et je vais parler que géopolitique, vous rajoutez le climat, vous rajoutez les sujets environnementaux, etc., qui rend nécessaire vraiment une très grande adaptabilité et une grande souplesse des entreprises. Et donc les modèles autour de la robustesse, vraiment je vous invite à creuser le sujet parce que c'est effectivement, je pense, quelque chose de très adapté. Et j'aime beaucoup la définition de, voilà, en basculant de la performance à la robustesse, nous entrerons dans un monde viable. La robustesse répond à une pulsion humaine profonde, durer et transmettre. Et c'est souvent quand même ces éléments-là qu'on retrouve quand on discute avec des vignerons, durer et transmettre. Petit aspect, hein, je pense qu'aussi il y a une immense diversité dans les possibilités de diversification pour le coup. Mon œil, on va dire, et mon expertise fait qu'aujourd'hui on entend parler de beaucoup de choses. Je vous ai cité la pistache, les amandes, mais on aurait pu parler des ombrières photovoltaïques au sol, au-dessus des vignes. Mais vous voyez que j'ai tenté d'illustrer quelques sujets, mais forcément pas tous. On peut aller se diversifier sur les produits, sur les marchés. Hein. Il y avait un article il n'y a pas très longtemps, c'était « Mettez-vous tous à faire des bulles ». On l'a vu avec les blancs aussi et les pépiniéristes. On a des sujets sur la technique culturelle, hein, des gens qui font le choix effectivement d'avoir d'autres typologies de culture, des gens qui souhaitent plutôt aller vers des travaux agricoles, des gens qui sont plutôt investis sur l'accueil, le réceptif. La tendance de fond sur les entreprises qui commencent à émerger, c'est quand même quoi? Je vous l'ai mis en bas, c'est l'activité de négoce. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, concrètement, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'instabilité qu'on a sur le marché et cette notion un peu de roseau fait qu'avoir une activité de négoce au sein d'une exploitation, ça permet d'encaisser les coûts, ça en permet de générer beaucoup plus de flexibilité, de maintenir des dynamiques commerciales qu'on a en place. Et ça, je trouve que c'est quand même, c'est à dire d'experts, hein, je n'ai pas de chiffre derrière, mais c'est l'un des indicateurs que l'on retrouve quand même sur les exploitations qui tendent à se développer, à être performantes économiquement. Ben, c'est cette souplesse-là qu'elles se sont données aujourd'hui pour arriver à répondre aux aléas du marché, aux aléas géopolitiques, etc. Pour conclure, et je serai à peu près dans les temps, une évolution structurelle qui crée des opportunités. Ne parlons pas de crise, hein, je pense que voilà, on est juste dans une mécanique qu'on l'on connaît maintenant depuis plus de 40 ans. C'est la même chose dans l'ensemble des filières agricoles, je vous rassure. On a de moins en moins d'agriculteurs, on a de plus en plus de surface, on a de plus en plus de professionnalisation, de plus en plus de complexité. Le métier de vigneron est très riche, bien évidemment. C'est une chance pour la filière qui l'accompagne, je crois, parce que ça crée vraiment des possibilités d'accompagnement et d'externalisation. On a une accélération, ça c'est sûr. Hein. On a une pyramide des âges qui fait qu'on a beaucoup d'exploitants là, qui partent à la retraite. La statistique lors des émeutes agricoles il y a 2 ans, c'était que 50% des agriculteurs partaient à la retraite d'ici 2030. On est en 2026. La statistique a sûrement baissé un petit peu parce qu'il y en a quelques-uns qui sont partis, mais on reste sur ce trend-là avec effectivement beaucoup de transmissions d'entreprises à gérer. Moins d'exploitation avec plus d'entreprises qui sont mieux structurées. Je crois que c'est une vraie chance aujourd'hui d'avoir des opérateurs professionnels qui peuvent partager des visions stratégiques. Ça, c'est très intéressant. Une diversification qui est malgré tout rendue nécessaire par l'environnement, ce que je vous expliquais. Hein, l'accélération de l'ensemble de la société fait qu'on va être obligé aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de souplesse et l'activité de négoce comme un levier quand même. Pour conclure, hein, voilà, à mon sens, c'est des stratégies à confirmer et surtout, hein, et c'est souvent le terme que j'utilise quand on me dit qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un de performant et quelqu'un de pas performant, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'on va se positionner dès la plantation pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce produit et éviter de dire, bon, tiens, là, je vais planter un IGP pour aller demain s'adresser à un marché qui cherche plutôt de l'AOP. C'est tout bête, hein, mais c'est au quotidien d'assurer une cohérence dans l'ensemble des actions qu'un vigneron peut mener. C'est beaucoup de travail, mais c'est, à mon sens, vraiment la clé du succès.